Bonjour mesdames et messieurs, je crois que nous allons commencer cette conférence pour ne pas prendre davantage de retard. Merci à vous d'être venus dans cet amphithéâtre pour les hasards du calendrier de la reprogrammation après confinement me conduit à inaugurer ce cycle de 10 conférences, je crois, sur regard croisé sur l'animal, ce qui est un beau sujet contemporain. Et lorsque l'Institut de France m'a sollicité comme membre de l'Académie des sciences morales et politiques pour présenter cette conférence, je me suis interrogé, compte tenu du fait que je ne travaille pas sur l'animal, mais en psychologie, sur l'enfant, le développement cognitif de l'enfant. Et puis m'est venue à l'esprit cette anecdote que je vous raconte. Un jour que je rendais visite à Alain Fischer, dont vous connaissez sans doute le nom, qui est un grand immunologiste spécialiste des maladies génétiques rares, et je visitais son centre Imagine à Paris. Alain Fischer est un confrère de l'Académie des sciences, et je lui présentais nos recherches d'imagerie cérébrale chez l'enfant, qui sont tout à fait novatrices dans ce domaine, et il a paru très intéressé, et à la fin de l'entretien, il me dit « Mais quel est votre modèle animal ?» Vous savez que souvent les biologistes travaillent avec un modèle animal avant de passer à l'homme. Et comme je venais de lui présenter pendant de longues dizaines de minutes nos explorations in vivo dans le cerveau de l'enfant en développement, je lui ai répondu avec un peu d'impertinence « Mais monsieur, mon modèle animal, c'est l'enfant ». Et j'ai vu qu'il était un peu interloqué, et ça m'a moi-même interloqué qu'il soit interloqué, parce que tous les biologistes contemporains sont darwiniens, néo-darwiniens, et savent, ou devraient savoir, ils le savaient évidemment, ce qui l'a fait sourire, que depuis Darwin, on sait combien l'homme est un animal extraordinairement complexe, doué de pensée, d'intelligence, mais nous sommes des animaux. Alors, cette première conférence, pour le coup, va porter sur l'enfance, l'enfant comme modèle animal de l'intelligence humaine. Il y a une petite coquille, vous avez peut-être remarqué ce qui semble être une faute d'orthographe dans le titre du programme. Il faut placer modèle animal juste après modèle et pas après intelligence. C'est pourquoi il est au masculin. Donc c'est l'enfant humain comme meilleur modèle animal de l'intelligence. Et titre principal, du bébé de Darwin aux sciences cognitives. Parce que Darwin lui-même, on ne le sait parfois pas, a observé, il eut 10 enfants, a observé son propre bébé et fait un lien entre ce qu'on appelle la phylogenèse, la longue histoire de l'évolution des espèces, et l'ontogenèse, notre histoire, à nous, chaque bébé, enfant, jusqu'à l'âge adulte. D'où ce titre, maintenant expliqué pour vos esprits, je l'espère, du bébé de Darwin aux sciences cognitives, l'enfant humain comme meilleur modèle animal de l'intelligence. Brève histoire de la psychologie qui se confond avec celle de la philosophie. Platon, Aristote, Descartes, Locke, Kant, Piaget. Platon, on s'en souvient, pointant le doigt vers le ciel, il était inéiste. Pour lui, l'intelligence venait des idées innées qui devaient revenir à l'esprit au cours du développement par un processus de réminiscence, très difficile et très long parfois. Aristote, son élève, pointe le doigt vers vous, avec la toge bleue. Donc c'est l'Académie d'Athènes, vous l'avez reconnu, ancêtre de toutes nos académies. Aristote pointe le doigt vers vous parce qu'il était déjà empiriste. Pour lui, l'intelligence se construisait dans le réel, par l'action dans l'environnement, mais il avait bien conscience des risques, des pièges de cet empirisme. C'est pourquoi il a voulu un empirisme rigoureux, structuré par des syllogismes, et il inventa donc les syllogismes, et ce qui est toujours ce qu'on appelle la logique. Ensuite, au cours de l'histoire, très rapidement, Descartes, à nouveau inéiste, on va y revenir, Locke, empiriste, Kant, inéiste, les a priori de l'entendement, jusqu'à Jean Piaget, mon maître, psychologue de l'enfant au XXe siècle, qui inventa le constructivisme. Première synthèse dans l'histoire de la pensée entre l'inéisme et l'empirisme par une voie intermédiaire. Le bébé et le jeune enfant sont déjà dotés de certaines capacités innées, mais
l'intelligence se construit aussi et surtout dans l'environnement, par l'action dans l'environnement, l'intériorisation mentale des schèmes d'action. Et donc l'intelligence est un constructivisme qui combine innéisme et empirisme. En parallèle de cette grande histoire de la philosophie et de la psychologie, la biologie, et notamment par le biais de Darwin au XIXe siècle. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, d'où mon anecdote du début sur l'enfant humain comme meilleur modèle animal de l'intelligence grâce à l'imagerie cérébrale en biologie, aujourd'hui, biologie d'un côté et philosophie, psychologie se rejoignent, convergent dans des recherches expérimentales tout à fait nouvelles qui utilisent à la fois les technologies de la biologie et les concepts de la psychologie. Revenons dans cette brève histoire à deux points clés, deux hommes clés, René Descartes, qui, dans son traité de l'homme, se posait la question que je viens d'évoquer il y a quelques instants, de l'origine de l'intelligence. Il la formulait: d'où détenons-nous ce précieux trésor qu'est notre intelligence? Et Descartes répondait, avec une évidence qui s'imposait à lui: Dieu a déposé dans notre esprit, dès la naissance, des idées, on retrouve les idées platoniciennes, logiques et mathématiques, claires et distinctes, noyaux de l'intelligence humaine. Donc pour Descartes, l'intelligence était innée et surtout d'origine divine. D'où la grande étape entre le XVIIe siècle Descartes et le XIXe, franchie par Darwin, qui a exclu Dieu de l'explication, pas Dieu en soi, on peut y croire, mais de l'explication scientifique de l'origine de l'intelligence. Et Darwin nous a fait découvrir et démontrer une histoire, une évolution naturelle et non plus divine de l'intelligence animale et humaine à travers la phylogenèse ou évolution des espèces. Et dans cette construction très longue de l'intelligence humaine par cette évolution naturelle, il faut percevoir un triptyque, comprendre que notre intelligence animale et humaine s'est imbriquée, construite dans ce triptyque matière, vie, de la matière émerger la vie, et de la vie, quelquefois, notamment chez les humains, a émergé la pensée. Et c'est cela qui fait qu'il faut inscrire le bébé humain, l'enfant humain et nous-mêmes ensuite dans cette grande famille du vivant, des bactéries qui furent les premiers êtres vivants sur Terre, jusqu'aux humains, dans la branche des vertébrés et des mammifères, mais aussi cette grande famille du vivant qui inclut les végétaux que vous voyez en vert sur cette arborescence, cette taxonomie. Certains travaux aujourd'hui de biologie végétale parlent d'intelligence des plantes, par exemple, tout comme on parle bien sûr d'intelligence des animaux non humains. Et je crois que vous aurez beaucoup de conférences dans ce cycle sur ces diverses formes d'intelligence, sur la ruse des animaux et leur expression vivante dans la littérature, par exemple, les fables de La Fontaine. Et concernant l'humain, on se rappelle ainsi qu'il est un être vivant dans cette grande évolution naturelle et un mammifère. Et par cette photo qui, je l'espère, vous saute aux yeux, on peut dire « et voilà le mammifère, et voilà le fameux animal doué d'envie d'apprendre, avide de vérité, et voilà le mammifère extraordinaire dont la science d'aujourd'hui doit comprendre le plus finement possible les mécanismes d'apprentissage, de pensée, avec ses capacités innées, ses capacités liées à l'environnement, comment cet enfant, ce bébé, va construire, et vous voyez qu'il a une appétence à le faire, l'environnement, le réel qui l'entoure pour mieux le comprendre. Donc il est important de rappeler qu'en effet, ce bébé est humain, est un mammifère qui s'inscrit, je reviens à la diapositive précédente, dans cette grande famille du vivant. Quelques chiffres qui caractérisent déjà le cerveau, que vous ne voyez pas, mais qui est derrière le front de ce bébé. 86 milliards de neurones, dont le cerveau humain est constitué, et 1 million de milliards de connexions. À peu près tous les neurones, 86 milliards, sont présents dès la naissance et se forment dans le ventre de la mère durant la vie fœtale et l'émergence du système nerveux central. Ensuite, 1 million de milliards de connexions, c'est gigantesque.
et c'est même trop. Vous verrez qu'il faudra apprendre par sélection, on parle de darwinisme neuronal, par sélection pour stabiliser certains réseaux neuronaux par rapport à d'autres, précisément selon les expériences, les retours de l'environnement physique et humain. 1 million de milliards de connexions, il faut prendre conscience que c'est beaucoup plus complexe que l'Internet mondial et que ce fameux mammifère, ce bébé qu'on vient de voir, et chaque enfant, ou même chacun d'entre nous, a dans son cerveau, dans sa tête, pardon, un cerveau dont la complexité des connexions est nettement supérieure à l'Internet mondial. Vous pouvez faire le calcul, je l'ai fait, il est écrit en petit, ou vous pourrez le refaire chez vous, puisque ces diapositives seront mises pour votre accès libre sur le site de l'Institut de France. Et j'ai aussi inséré pour votre comparaison sur cette diapo, tout en haut à droite, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, le neuromorphisme, c'est-à-dire des machines qui simulent notre intelligence. Le plus complexe d'entre eux, le cerveau dit numérique d'Intel, comporte 100 millions de neurones. Vous voyez la différence d'échelle de complexité. L'humain est déjà le bébé, 86 milliards de neurones. Le cerveau artificiel le plus intelligent correspond à ce qui serait le cerveau d'un petit mammifère, 100 millions de neurones. C'est donc un vrai sujet, aussi de biologie et de compréhension de l'animal humain, que d'explorer finement la complexité de ces mécanismes et essayer d'en tirer des lois de l'apprentissage. Je reviens toujours pour vous donner cette expérience en prenant d'abord du recul à cette grande histoire chiffrée, d'abord l'origine de l'univers, le Big Bang, voir ce qui s'est passé avant et qu'on ignore. Il y a 13,8 milliards d'années, et c'est dans cette longue période que ce triptyque matière, vie, pensée, c'est-à-dire intelligence, s'est construit. L'origine de la vie sur Terre, les bactéries que je vous avais montrées en premiers êtres vivants dans la grande famille du vivant, dans la taxonomie tout à l'heure, 3,8 milliards d'années sont apparues les bactéries. Le système, enfin les premiers systèmes nerveux, il y a environ 500 millions d'années. Homo sapiens et son cerveau, 300 000 ans, selon les chiffrages les plus récents, et chaque enfance dure elle-même à peu près 20 ans ou 18 ans si on prend l'âge de la majorité. Et ce schéma que j'aime beaucoup, cette forme de spirale, nous rappelle quand même d'où nous venons, l'extraordinaire chance que nous avons d'être là, de survivre, malgré les crises et notre crise sanitaire actuelle en étude, de survivre, d'avoir traversé par cette longue évolution d'abord physique et puis naturelle, tout ce chemin qui est quand même à recommencer à chaque naissance, puisque le bébé doit refaçonner son cerveau pour comprendre le monde et aussi intégrer par la transmission toutes les connaissances antérieurement acquises. Et c'est grâce à Darwin, il faut lui rendre hommage, qu'aujourd'hui on raisonne en 3 échelles de temps. D'abord la phylogenèse, déjà évoquée, donc l'évolution vers l'homme à travers les espèces, avec un ancêtre commun aux humains et aux grands singes, et différentes branches bien sûr. La deuxième échelle de temps, c'est la phylogenèse, de la naissance à l'âge adulte, les 20 ans que j'évoquais tout à l'heure, ou 18 ans, donc des dizaines d'années, des années et des mois, si on chiffre plus précisément, comme je le ferai dans les exemples, l'enfant d'un âge particulier, de 7-8 ans par exemple. Donc cette ontogenèse, elle va du bébé à l'adulte, et ce que l'on explore aujourd'hui en psychologie expérimentale est plus fin encore, ce sont des microgenèses, c'est-à-dire comment va réagir un individu et comment son cerveau va s'adapter à une tâche cognitive particulière. Et là, c'est durant quelques minutes, quelques secondes, voire quelques millisecondes, parce que certaines mesures en psychologie, et notamment pour comprendre les mécanismes du cerveau, doivent s'opérer en dessous de la seconde. Les choses se passent très rapidement dans ces nombreuses connexions que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est ce qu'on appelle aussi la chronométrie mentale au cours d'une tâche cognitive. Alors très souvent, les psychologues sont focalisés sur cette dernière échelle, la microgenèse, parce qu'ils observent un individu dans un test, dans une tâche cognitive. Moi-même, je le fais, c'est mon métier. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, vous allez voir qu'il faut rapprocher cette échelle de temps des 2 autres échelles de temps, à savoir comme des poupées russes. La microgenèse, la plus petite, est emboîtée dans l'ontogenèse, la moyenne, le développement au cours d'une enfance, et le tout dans une phylogenèse, l'histoire de l'humanité et du vivant.
Darwin, comme je le disais en introduction, s'est intéressé, l'un des tout premiers, et fut déjà psychologue de l'enfant et du développement, à l'un de ses fils qui s'appelait Dodi, dans un livre dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux ». Et alors qu'il avait développé sa grande théorie de la sélection naturelle, sur laquelle je ne reviendrai pas, les biologistes le font et vous connaissez cela par culture générale, ce que l'on sait moins, c'est qu'il avait déjà essayé d'articuler cette phylogenèse et l'ontogenèse, c'est-à-dire l'observation du développement de ses propres bébés et enfants. Il en a rédigé un livre où il consacre de minutieuses études, notamment ce qui intéressait Darwin, c'était les expressions du visage et l'émergence du langage chez l'enfant, qui était le point évidemment qui distinguait les humains des primates non humains. Donc Darwin, oui, non seulement un grand biologiste, mais déjà un psychologue du développement de l'enfant, un siècle avant Jean Piaget, qui lui aussi explorera ses propres enfants. Au XXe siècle, ce darwinisme a été repris brillamment par un confrère de l'Académie des sciences, Jean-Pierre Changeux, dont vous connaissez certainement le nom, auteur du très célèbre Homme neuronal dans les années 80. Et Changeux a compris que ces très nombreuses connexions neuronales que j'évoquais tout à l'heure doivent être l'objet d'une sélection au cours du développement de l'enfant, une sélection de type darwinienne, c'est-à-dire qu'il y a trop de réseaux de neurones qui sont générés, en partie de façon aléatoire, comme dans l'évolution des espèces. Il y a une génération aléatoire de neurones, et puis certains réseaux vont être adaptés à ce qu'il faut faire dans une situation particulière de l'environnement, dans une tâche cognitive donnée, et ceux-là, seulement, ceux qui sont utiles, vont être sélectionnés et stabilisés en mémoire. Mais sans Darwin, cette théorie n'aurait pas été générée par les neurobiologistes du XXe siècle, et ce fut le cas de Changeux ou d'Edelman, prix Nobel de physiologie et médecine aux États-Unis. L'un et l'autre ont théorisé ce qu'on appelle le darwinisme neuronal. Vous comprenez bien, la population dont il est question n'est pas une population des espèces, comme chez Darwin, mais les populations de neurones qui sont dans notre cerveau et qui, elles aussi, doivent faire l'objet d'une sélection, déjà chez le bébé, que vous voyez tout à l'heure tout à fait émerveillé, mais selon ce qu'il va faire, les gestes qu'il va décliner, certains vont lui permettre d'atteindre son but, d'autres non, et à partir de là, très rapidement, il y aura un élagage neuronal qui fait que certaines connexions neuronales qui sous-tendent ces comportements, et plus tard les pensées, vont être sélectionnées et les autres oubliées, disparaître. En parallèle de Jean-Pierre Changeux, il faut citer Jean Piaget, qui, un peu plus tôt, mais au cours du XXe siècle, a développé l'étude de l'ontogenèse cognitive, ce que l'on peut appeler l'intelligence en marche de façon un peu métaphorique. Mais Piaget était un savant, un génie qui a développé ce qu'on appelle l'épistémologie génétique. Il a dit à tous ses collègues de sciences et de philosophie, on a devant nous, leur disait-il, l'opportunité extraordinaire d'observer la connaissance humaine en construction chez les enfants. Observons les enfants, le chemin des enfants, pas seulement le vrai chemin qu'ils suivent, mais les chemins cérébraux, comment l'enfant pense, raisonne, se trompe, corrige ses erreurs. Et Piaget disait, c'est là une façon de comprendre comment naissent les mathématiques, la logique et tout autre grand domaine, la physique, dans l'esprit et le cerveau de l'enfant qui doit s'approprier ces notions par l'expérimentation. Donc, suivre le chemin des enfants, ontogenèse cognitive, idée qui, elle aussi, ne serait pas venue sans les évolutionnistes tels Darwin. Simplement, Piaget a repris cette idée d'évolution pour l'ontogenèse en allant plus loin que ce qu'avait fait Darwin avec son propre bébé et en systématisant, vous allez le voir, les observations. Depuis Piaget, ce domaine dont je suis chercheur, la psychologie du développement cognitif de l'enfant consiste à donc, essayer de comprendre comment émerge l'intelligence au cours du développement de l'ontogenèse, l'intelligence au sens général, c'est-à-dire on a tous sa forme d'intelligence, et puis il y a des aspects communs à l'intelligence. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'intelligence en tant que telle est une notion trop générale, et que pour travailler concrètement, expérimentalement, comme je vais vous le montrer, il faut décomposer cette notion. Et ce qui correspond aux recherches actuelles, en France et dans tous les laboratoires du monde
en psychologie du développement cognitif, c'est l'idée de comprendre, de considérer le développement de l'enfant comme une architecture cognitive. Et cette architecture, elle comporte 4 principes, 4 piliers. L'objet, la permanence de l'objet. Si je prends, elle est là, cette bouteille. Alors, je représente une diapositive du bébé parce que c'est notamment l'une des notions très importantes qui se construit chez le bébé. Si je vous présente cette bouteille sous la lumière, vous l'apercevez tous. Ça veut dire qu'à l'arrière ça veut dire qu'à l'arrière de votre cerveau, le cortex occipital, donc le cortex visuel, perçoit la bouteille. Si je la cache derrière mon dos, le bébé peut l'apercevoir, mais pas vous. Elle disparaît de votre perception. Néanmoins, vous inférez immédiatement que cette bouteille est toujours bien derrière mon dos et qu'elle continue d'exister, parce que vous avez un concept, une brique de base de votre intelligence construite depuis les premiers mois de la vie qui s'appelle la permanence de l'objet. Et l'objet était, vous vous en souvenez, le premier élément de cette architecture cognitive. Donc, l'objet, la permanence, si je le cache partiellement derrière l'écran de l'ordinateur, aucun d'entre vous ne considère que c'est une demi-bouteille. Tout le monde infère l'unité de l'objet. Ça vous paraît simple, mais ce n'est pas rien. Et c'est ce type d'opération cognitive, de principe que le bébé doit découvrir et construire dans ses interactions avec le réel au cours des premiers mois. Et imaginez-vous que vous soyez dans l'esprit, dans le cerveau de ce bébé, et que vous veniez de découvrir et de comprendre, à travers diverses expériences, non seulement la permanence, mais l'unité des objets. Ça vaut pour les objets physiques, comme cette bouteille, mais aussi pour les objets humains, comme vous et moi, ou les parents et les frères et sœurs du bébé dans sa famille. Eh bien, c'est déjà une révolution extraordinaire. Le cerveau, dans le traitement de l'environnement, va passer du continu au discontinu, tel que ces notions existent en mathématiques. C'est-à-dire que ça va déjà permettre au bébé de mettre beaucoup d'ordre dans l'environnement, puisqu'il va le découper mentalement, en quelque sorte, en de multiples objets physiques ou humains, uniques et permanents. C'est pourquoi l'objet est la brique de base de la construction de notre intelligence. Ensuite, lorsque le bébé aura acquis cette notion et découpé ainsi le réel, vous comprenez que de façon quasiment irrépressible, puisque ces objets sont multiples, ils sont nombreux, il aura donc envie de les compter, genèse du nombre, brique de base des mathématiques, qui conduira via la culture, l'école, aux mathématiques telles qu'elles existent dans toute leur complexité chez l'adulte, de façon synergique, déjà très tôt, dès les premiers mois de sa vie, lorsqu'il aura acquis la permanence de l'objet, le bébé aura aussi envie non seulement de réaliser un traitement quantitatif des objets, c'était le nombre, mais aussi qualitatif, les qualités des objets, leur forme, leur fonction, leur couleur. On a tous fait, étant petit, des collections de fleurs, de soldats, de petites voitures et de toute autre chose. C'est cette impulsion de catégorisation qu'a ce sacré mammifère, qu'est le bébé humain. Donc vous voyez qu'il y a déjà là beaucoup de choses. Construction de l'objet, objet que l'on peut catégoriser selon toutes leurs propriétés qualitatives, mais que l'on peut aussi quantifier, la quantification conduisant, je l'ai dit, aux mathématiques, et la catégorisation conduisant aux taxonomies, qui sont les deux grands pans de l'intelligence humaine, soit quantitative, soit qualitative. La taxonomie du vivant que je vous montrais tout à l'heure, elle ne peut être conceptualisée par vous que parce qu'étant petit, vous avez fait des collections d'animaux, des collections d'objets divers qui vous ont appris à cet esprit de classification. Pendant une période assez longue du développement, ces traitements quantitatifs nombre ou qualitatifs catégorisation portent sur des objets concrets, comme l'exemple de la bouteille. Mais à un moment donné, vers l'adolescence, parfois avant, s'opère encore une révolution dans le cerveau humain qui fait que ces traitements quantitatifs et qualitatifs pourront porter sur des objets plus abstraits, des idées, des hypothèses, des propositions logiques. Et à ce moment-là, le cerveau de ce sacré mammifère accède au raisonnement, et notamment au raisonnement hypothético-déductif, ce qui est le cœur de nos capacités de raisonnement, le cœur de la science, le cœur de l'art aussi, parce que le raisonnement hypothético-déductif permet de créer, de faire une hypothèse créative musicale ou picturale, et puis
de l'exécuter avec le style de chacun. Donc le raisonnement est au cœur de tout, si vous y réfléchissez bien. C'est de surcroît une valeur, je dirais, ultra contemporaine parce qu'elle est menacée. On raisonne moins, on décide de plus en plus vite face à l'écran. Le temps du raisonnement et de la vérification logique des raisonnements et des informations comme à l'époque d'Aristote avec ses syllogismes, ce temps-là est menacé aujourd'hui parce que le raisonnement nécessite, vous le verrez dans la suite de l'exposé, de s'arrêter un peu, d'inhiber une réponse trop rapide et de réfléchir. Donc, en étudiant cette architecture cognitive emboîtée, vous le comprenez maintenant, objet, nombre, catégorisation, raisonnement, on peut mieux définir ce qu'est l'intelligence, en l'occurrence, de cet animal humain, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter à l'environnement. Et pour s'adapter à l'environnement, en permanence, nous devons d'abord avoir des objets permanents. Si vous n'aviez pas l'objet permanent de l'Institut de France, de sa belle coupole et de ce bel auditorium, vous ne seriez pas arrivé ici cet après-midi. Ensuite, quantification, catégorisation et enfin, raisonnement. Et Piaget avait une belle formule qui disait que pour le jeune enfant, le possible est un cas particulier du réel, c'est-à-dire le possible, ce que l'on peut faire avec les objets, les catégoriser, les quantifier, ça fait partie du réel dans l'esprit de l'enfant, mais qu'avec le raisonnement, pour l'adolescent et nous tous, c'est le réel qui devient un cas particulier du possible. Et ça, c'est extraordinaire. Et peut-être, s'il y a une différence entre les animaux non humains et les humains que nous sommes, se construisant peu à peu au cours de la vie du bébé et de l'enfant, c'est cette capacité de raisonnement. Les animaux raisonnent sans doute, mais au point qui est notre capacité de raisonnement, c'est-à-dire considérer le réel comme un cas particulier du possible, qui a fait les progrès scientifiques, qui fait le progrès de chacun, son raisonnement, qui fait aussi la politique. Faire de la politique, c'est imaginer le monde autrement. Et la créativité, comme je le disais. Alors, je n'aurai pas le temps, dans cette heure de conférence, de donner des exemples sur tous ces domaines. J'en ai sélectionné deux, celui du nombre et du raisonnement. Je vous indiquerai à la fin des livres où vous pouvez trouver tous les autres exemples explorés. Le nombre. Vous avez bien noté que c'était une intelligence quantitative qui, vous allez le voir, se développe très tôt chez l'enfant et qui conduira peu à peu aux mathématiques. Piaget avait inventé une situation très ingénieuse et simple pour évaluer le nombre chez l'enfant. Je vous laisse lire la diapo. On demande à l'enfant, cette petite fille par exemple, de grande section de maternelle, si au-dessus et en dessous de la ligne noire, prenons le premier rectangle qui est à gauche, il y a ou non le même nombre de jetons. Dès 4-5 ans, les enfants réussissent, disent oui, il y a le même nombre de jetons. Et souvent, ils prennent comme argument une correspondance terme à terme, c'est-à-dire qu'ils font correspondre chaque jeton à un autre jeton. Et là, Piaget avait eu la très bonne idée, sous les yeux de l'enfant, d'écarter l'un des deux alignements, sans changer le nombre, et de reposer la même question, donc d'intelligence quantitative, est-ce qu'il y a toujours le même nombre de jetons ? Et surprise, jusqu'à 6-7 ans, les enfants se trompent et disent « Ah ben non, il n'y a plus le même nombre ». Et si vous demandez à l'enfant pourquoi, eh bien ils font, je vais le faire en mimant, ils font un geste qui suive l'alignement du haut et qui dit ben, « Tu vois bien, il y en a plus du bas, pardon, tu vois bien, il y en a plus là parce que c'est plus long ». Piaget disait « L'enfant n'a pas encore acquis la logique du nombre, le concept du nombre, il ne l'acquérera qu'au stade suivant. » Piaget raisonnait qu'au stade suivant, Piaget raisonnait en termes de stade. Le premier stade, c'était le bébé, de 0 à 2 ans, on va dire la première marche de l'escalier, où pour Piaget, l'intelligence, la pensée était uniquement sensorimotrice. Ensuite, stade 2, l'enfant entre 2 ans et, disons, 6 ans, âge de l'école maternelle, Piaget considérait que l'enfant était intuitif, prisonnier de ses intuitions, perceptif, par exemple. Il n'était pas encore logique, ne raisonnait pas. Dans la tâche qu'on vient de voir, ne comptait pas. Et c'est vrai que l'exemple de Piaget et son analyse, on peut être convaincu. Piaget disait, l'enfant se trompe, considère qu'il y en a plus là où c'est plus long, donc il est encore dominé par l'intuition perceptive, la longueur des alignements qui dominent, alors
qu'il devrait ne tenir compte que du nombre. Et vers 6-7 ans, l'enfant, et ça c'est passionnant, et on peut toujours l'observer aujourd'hui chez des enfants en 2020, avec la même tâche, à 6-7 ans, les enfants réussissent. Vous dites, ah ben non, il y a toujours le même nombre. Si, oui, il y a le même nombre. C'est pas grave si c'est écarté ou si c'est plus resserré. De toutes les façons, l'enfant montre, il fait en action la réversibilité cognitive ou mentale. L'enfant dit, tu vois, tu peux rapprocher les jetons et ça revient au même nombre de jetons. Donc il y a bien un changement de réponse, un changement de comportement, mais vous allez voir que l'explication aujourd'hui est autre. Et Piaget était très conforme à ce que disaient les philosophes classiques sur l'âge de raison. C'est vers 6-7 ans, et notamment à l'entrée à l'école élémentaire, que les grands concepts tels que le nombre se mettaient en place. Mais la conférence s'intitule « Du bébé de Darwin aux sciences cognitives », mais les sciences cognitives, après Piaget, ont révélé que beaucoup plus tôt, et dès les premiers mois de la vie, au premier stade de l'escalier de Piaget, beaucoup plus tôt, une région très précise du cerveau, le sillon intrapariétal, qui est entouré en rouge, est le siège de capacités proto-mathématiques chez le bébé, et avec des moyens d'observation plus fins, on a découvert toute une gamme de capacités numériques, donc déjà non seulement l'objet et sa permanence, son unité, mais le nombre, dès les premiers mois de la vie, alors que Piaget ne situait le nombre, vous l'avez vu, que beaucoup plus tard dans les stades, passage du stade 2 au stade 3, c'est-à-dire de l'intuition au stade logique concret, l'abstrait viendra plus tard à l'adolescence, c'est-à-dire aux alentours de 6-7 ans. Je vous donne quelques exemples de ces capacités numériques du bébé où il utilise son sillon intrapariétal pour compter. Des chercheurs ont construit des situations tout à fait isomorphes à celles de Piaget et ont remarqué par la simple surprise visuelle du bébé, s'agissant de bébés qui ne savent pas encore parler, le langage articulé, vous vous en souvenez, émerge vers 2 ans. Si vous regardez un bébé de quelques mois et que vous lui présentez des dispositifs avec écartement des jetons, simple écartement ou ajout ou retrait de jetons, les bébés ne sont surpris que si le nombre a changé et pas s'il y a eu des transformations spatiales. Donc au niveau visuel, il a été découvert déjà très tôt un algorithme de l'invariance du nombre par rapport à la longueur, et qui est une forme de comptage visuel, si vous voulez, qui était totalement ignorée par Piaget. Cette notion ne pouvait exister, puisque le cerveau de l'enfant allait encore pour des années dominé par l'intuition, donc quelque chose de beaucoup plus global et pas aussi précis, et le concept même n'émergera qu'à 7-8 ans. Autre exemple d'une étude fameuse et qui a fait beaucoup de bruit, dès 4-5 mois, les bébés sont capables d'opérations arithmétiques, toujours au niveau visuel. On teste leur réaction à des événements possibles ou impossibles, ce qui a révélé qu'ils détectent les erreurs visuellement et qu'une région de leur cerveau qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, que nous avons tous dans la partie centrale médiane de notre cerveau et qui sert à détecter les conflits, les incongruités. Si vous détectez une incongruité en rentrant chez vous, c'est cette région-là qui va immédiatement se déclencher. Et cette région se déclenche chez les bébés de façon corrélée à leur surprise visuelle, ils écarquillent les yeux et le regardent plus longtemps, lorsqu'on leur présente des opérations arithmétiques incorrectes, que si sous leurs yeux, dans un théâtre avec des marionnettes, que si sous leurs yeux on présente les opérations arithmétiques correctes. Et il a ainsi découvert que dès 4-5 mois, les bébés sont capables d'addition 1 plus 1 égale 2, également de soustraction, 2 moins 1 égale 1. Certains chercheurs ont dit oui, mais ça vaut pour les petits nombres, pas pour les grands nombres. Et donc d'autres recherches ont été faites ensuite, c'est ainsi que les sciences cognitives avancent, et même des additions de type 5 plus 5 égale 10, si on crée une erreur, le bébé la détecte. Ça, c'est une petite révolution dans le domaine de la cognition numérique, parce qu'on a tous le souvenir, et beaucoup encore de professeurs le croient, que lorsqu'ils écrivent sur le tableau noir, et moi-même je fus instituteur, c'est pour ça que je me permets aussi de parler de ces questions-là avec, je l'espère, authenticité, on croit que c'est pour la première fois qu'on apprend aux enfants les opérations arithmétiques élémentaires. Et certains disent même, oh, il ne faut pas commencer en maternelle, laissons jouer l'enfant, on fera les opérations arithmétiques en primaire. Vous voyez que déjà le bébé, au niveau visuel, avant même qu'il ne parle, est capable de ces opérations arithmétiques, qui a cette curiosité, cette envie quantitative
y compris pour des opérations arithmétiques. Et enfin, encore plus récemment, a été montrée la capacité des bébés très jeunes, dès la première année, à réaliser des statistiques. C'est ce qu'on appelle le bébé bayésien, auquel on présente des boules de ping-pong rouges ou blanches tirées d'une boîte, et on présente à la fin soit un échantillon, l'objet du tirage, qui est compatible avec la population des boules dans la boîte, ou incompatible. Et on remarque que les bébés sont capables d'inférer la probabilité des causes à partir des effets observés. Ici, donc, le tirage des balles. Les causes, c'est la population de balles, d'où devrait venir le tirage que l'on a vu. Et donc, le bébé ne regarde pas seulement les balles que l'on tire devant lui, il imagine la structure plus abstraite, puisqu'il ne la voit pas. C'est aussi de la permanence de l'objet et des objets, la structure plus abstraite, statistique, dont pourrait être issu ce tirage. Et c'est pourquoi, lorsqu'on ouvre la boîte, tout à la fin, ils ne sont pas contents, ils sont surpris quand la population est statistiquement incompatible avec le tirage. Et vous savez comme moi, pour ceux qui ont fait des statistiques, que c'est quelque chose qu'on nous apprend beaucoup plus tard. Les tirages aléatoires, non aléatoires, les échantillons, les populations, à l'université. Donc toute une gamme d'opérations proto-mathématiques, j'avance pour avoir terminé à 15h15 et laisser le temps d'un échange avec vous, donc les questions viendront après. Toutes ces données nouvelles créent un paradoxe. Et la science, vous le savez, avance souvent en levant des paradoxes. C'est vrai aussi de la psychologie cognitive, du développement et des sciences cognitives. Le paradoxe, c'est que les bébés ont déjà très tôt, pas nécessairement de façon innée, mais en tout cas, il y a un côté inné, programmé de l'apprentissage, de l'envie d'apprendre, et très tôt, cet apprentissage prend non seulement la forme de la permanence de l'objet, mais aussi du nombre, qui bien sûr se complexifiera avec le langage et avec les apprentissages scolaires. Mais on ne peut pas dire que le nombre est absent aux deux premières marches, aux deux premiers stades, comme le pensait Piaget, alors que l'enfant, en effet, se trompe dans cette tâche et dit qu'il n'y en a plus pareil parce que c'est plus long. Donc il faut essayer, c'est ce que nous avons fait, de lever ce paradoxe et de comprendre ce qui pourrait se passer dans l'esprit et le cerveau de l'enfant. Et ce que vous voyez sous les yeux déjà en image donne la réponse à la question que je viens de vous poser. Vous reconnaissez sans doute des dispositifs que l'on voit très souvent dans la littérature enfantine, dans ce qu'on appelle les livres de maths pour petits. Nous avons analysé toute cette littérature enfantine, et cette page en est directement issue, où dans les classes, très souvent quand je visite des classes, et ça me saute aux yeux, puis j'ai mes souvenirs personnels, on voit des petites vignettes ou des alignements, des fruits ou des animaux en général, croissant en longueur selon le nombre. Eh bien, vous comprenez. Et de surcroît, sur cette image, vous voyez une échelle avec un petit rongeur qui la gravit. L'illustrateur avait cru bon, et pourquoi pas, c'est très joli, de dessiner cette échelle avec le rongeur qui la gravit. Mais mettez-vous à nouveau dans l'esprit, dans le cerveau du jeune enfant qui voit ces images. Il apprend bien sûr la suite des nombres de 1 à 10, ce qui est le but du parent ou du professeur, de lui apprendre la suite numérique. Cet apprentissage explicite s'opère, mais implicitement, inconsciemment, s'opère un autre apprentissage tout aussi important, qui est que longueur est égale à nombre. Et c'est ce qu'on appelle, j'introduis quelques concepts, une heuristique, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Très souvent, en effet, longueur est égale à nombre. Ici, c'est le cas, c'est évident. Et l'échelle crée ce qu'on appelle en mathématiques une fonction linéaire du nombre par rapport à la longueur. C'est-à-dire que plus l'échelle est penchée, plus l'espace occupé est grand et plus le nombre est grand. Donc, on peut analyser complètement cette page de livre, donc ce morceau de culture, en voyant que par ces dispositifs, on va créer dans le cerveau de l'enfant ce qui sera, vous allez le voir, l'origine de l'erreur dans les tests ou les tâches scolaires qu'on lui donnera. Donc ici, voyez comment la perception de ce dispositif crée, outre l'apprentissage de la suite numérique par le langage, ce qui est très bien, mais crée aussi une heuristique qui est que longueur est égale à nombre. Ou encore, pour une émission que je donnais à France Culture, l'équipe avait mis cette image ensuite pour annoncer l'émission, qui est très amusante. Je dirais c'est l'heuristique au carré. Donc qu'on la prenne dans n'importe quel sens, longueur est toujours égale à nombre, et c'est donc très trompeur pour la construction du nombre. 3 notions, 3 concepts. Heuristique, on vient d'en voir un exemple, longueur égale nombre. Si vous allez, ou si l'enfant va dans un supermarché sur un rayon, et les magasiniers appellent d'ailleurs les rayons des linéaires,
s'il y a deux rangées du même produit, à type de produits égaux, s'il y a un linéaire, une rangée plus longue, plus remplie que l'autre, on ne compte pas. On se dit il reste plus de tel produit au-dessus qu'en dessous. De la même façon, si vous faites avec des objets avec l'enfant, des additions, des soustractions, plus le nombre est grand, plus la longueur occupée est grande. Il y a des tas d'autres exemples perceptifs dans l'environnement. Donc une heuristique, de façon générale, et vous allez voir qu'on a des milliers d'heuristiques dans notre cerveau. Ici, je vous donne un seul exemple sur le nombre. Une heuristique, c'est une stratégie cognitive, donc une façon de répondre, une façon de décider, très rapide, très efficace, donc économique pour le cerveau, très rapide, très efficace, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et c'est là le problème. C'est là la fiabilité, oui, j'avais bien dit, du cerveau de l'homme, mais pas toujours. Et vous comprenez qu'avec ces 86 milliards de neurones et ce million de milliards de connexions, il faut donner un certain aspect stratégique à ces connexions. Et donc le mode heuristique est très bien, parce qu'il marche très souvent, mais pas toujours. L'algorithme, ce qu'on appelle un algorithme, dont on parle de plus en plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais qui est un concept très ancien, l'algorithme, ici, est exact et est une stratégie plus lente, plus réfléchie, avec effort cognitif, et qui conduit toujours à la bonne solution. L'algorithme, dans l'exemple des jetons, c'est le comptage. Si l'enfant compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 égale 7, donc c'est pareil. Ça lui a pris beaucoup plus de temps que s'il regardait simplement la longueur. Et c'est un exemple de ce que j'évoquais tout au début rapidement, du fait qu'il faut un peu de temps pour raisonner, pour réfléchir, pour laisser au cerveau le temps de déployer ces algorithmes. Et les heuristiques, vous le comprenez, sont beaucoup plus rapides. Et comme très souvent la longueur marche, qu'elle est même présente implicitement dans les dispositifs didactiques, comme le livre précédemment exposé, qu'on donne aux enfants, eh bien, la tentation est très très grande lorsqu'on voit les jetons écartés de dire qu'il y en a plus, là où c'est plus long, ce que disent de fait les enfants. Et peu à peu, nous avons fait l'hypothèse avec mon laboratoire du CNRS, qui est à la Sorbonne, que le processus clé de l'intelligence n'était pas, dans ce cas-là, la construction du nombre ou de la logique, comme le pensait Piaget, mais l'inhibition, la capacité de l'enfant, et on a découvert le siège de cette région dans le cortex préfrontal, je vous montrerai les images. La clé de l'affaire, c'est être capable d'inhiber l'heuristique qui va tellement vite avant qu'elle ne vienne dans le comportement pour activer l'algorithme de comptage. Sachant, et c'est pourquoi cette interprétation a dû être construite, qu'on sait aujourd'hui que ces algorithmes de comptage existent beaucoup plus tôt chez l'enfant. Ils sont disponibles, mais ils ne sont pas utilisés. Il y a donc un décalage. Et là où Piaget a fait une erreur, c'est de croire que l'échec de l'enfant dans la tâche des jetons, donc de conservation du nombre, voulait nécessairement dire une absence d'algorithme, de concept logique. L'algorithme est parfaitement là. En revanche, l'heuristique de la longueur, tellement surentraîné par ailleurs, est très très difficile pour l'enfant à inhiber. Or, cette inhibition, vous allez le voir, est une capacité donc exécutive à l'avant du cerveau, du cortex préfrontal, capacité à inhiber ce qui est représenté, mais on n'a pas le temps de le décliner dans ce petit schéma, par une zone assurée qui est le filtre inhibiteur. Et le rond central, c'est le focus d'activation. Il faut inhiber certaines informations, en activer d'autres. Inhiber la longueur, activer le nombre. Et donc, on a des modélisations maintenant très précises de cette fonction d'inhibition dans le cortex préfrontal. Et c'est avec ces trois concepts, heuristique, algorithme et inhibition, que l'on a pu redéfinir, autrement que ne l'a fait Piaget, tout en intégrant ces observations, le développement cognitif de l'intelligence chez ce petit mammifère fabuleux. Alors, l'ontogenèse de l'enfant est ici, sur ce schéma, caractérisé par l'axe des abscisses, l'âge, de la naissance à l'âge adulte. Pour Piaget, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des grands stades. Et tant que l'enfant se trompe dans une tâche, il n'a pas encore atteint le stade suivant. Par exemple, le nombre entre le stade 2 et le stade 3. Ce que l'on a découvert, vous l'avez vu, c'est que très tôt chez le bébé, il y a déjà des occurrences. Là, en ordonnée, c'est la fréquence d'usage des stratégies. Il y a déjà des stratégies disponibles dans tous les aspects que l'on a vus des mathématiques, algorithmes visuels du nombre par rapport à la longueur, arithmétique élémentaire, statistiques visuelles, mais se construisent aussi plus tard d'autres stratégies qui vont venir quelquefois dominer, telles l'heuristique
longueur égale nombre, et on a vu pourquoi. On ne présente pas aux tout jeunes bébés des livres avec des alignements de nombres comme je vous ai indiqué, c'est pour apprendre la suite numérique de 1 à 10 plus tard, à l'école maternelle ou primaire. Donc l'heuristique, en fait, dans ce cas-là, se construit après l'algorithme du comptage, et à un moment donné du développement, on peut dire dans une fenêtre de conflit cognitif, elles vont interférer, et c'est là que l'enfant va se tromper. Et là où nous, psychologues, on peut se tromper, c'est de se tromper sur la logique de l'erreur. Et l'enfant, en fait, ne se trompe pas par défaut numérique ou par défaut de comptage, il se trompe par défaut d'inhibition de l'heuristique qui est surapprise par ailleurs. Et vous allez voir, je donne cet exemple très concret d'abord parce que Piaget était le grand savant de ce domaine au XXe siècle et c'est l'une de ses tâches les plus emblématiques qui a fait le tour du monde, mais vous allez voir qu'au-delà de cette tâche-là, ces découvertes s'appliquent dans tous les domaines scolaires, lire, écrire, compter, raisonner, où on trouve des exemples d'heuristiques, d'algorithmes et de défauts d'inhibition que les professeurs n'identifiaient pas et dès lors ils n'entraînaient pas l'inhibition, vue souvent comme un mécanisme négatif, comme contraire à la créativité et développement cognitif. Or, c'est un processus extrêmement positif, facteur du développement et de l'intelligence. Et surtout, pour les deux exemples que je vous donnerai, le nombre et le raisonnement chez l'adolescent et l'adulte, cela ne se termine pas avec la fin du développement. Adultes, nous, si nous avions plus de temps et étions un cercle plus restreint, je vous ferai passer une tâche de raisonnement logique où vous verriez qu'à peu près 80% de l'échantillon, comme on dit, si vous me le permettez, se tromperait par défaut d'inhibition d'une heuristique de raisonnement qui nous empêcherait d'être logiques. Mais on va en voir un exemple. Si cette notion d'inhibition, vous voulez vraiment la creuser, en 2020, 2 ouvrages sont parus sur l'inhibition de mon confrère de l'Académie des sciences, Alain Berthos, le physiologiste, l'inhibition créatrice, et mon éditeur a republié ce qui était ma thèse de doctorat d'habilitation en 1994, l'inhibition au service de l'intelligence, avec toutes les données nouvelles que l'on a acquises, et surtout cette idée qu'il faut apprendre à penser contre soi-même, ce qui est aujourd'hui de plus en plus vrai à l'époque d'Internet, à l'époque des fake news auxquelles on croit trop facilement. Il faut penser contre soi-même, contre ses heuristiques, par exemple contre la crédibilité des informations pour activer les algorithmes logiques de raisonnement. Mais la copublication de ces 2 livres est amusante, et vous verrez le psychologue, moi-même qui est aussi devenu biologiste avec l'imagerie cérébrale, et le physiologiste qui devient psychologue et qui se retrouve sur cette notion trop ignorée et centrale d'inhibition positive. Jean-Pierre Changeux, dans le modèle que j'ai évoqué, parlait aussi beaucoup d'inhibition, puisque tout physiologiste sait, et depuis longtemps, que les contacts synaptiques sont soit inhibiteurs, soit activateurs. Simplement, les psychologues du développement ont oublié l'inhibition quand ils sont passés à l'intelligence, aux opérations cognitives. Or, c'est aussi une inhibition qui est autant clé pour le cognitif que pour le synaptique. Et donc, j'ai pu ainsi, avec mon laboratoire, construire une nouvelle théorie du développement cognitif, avec non pas un seul système algorithmique ou logique comme Piaget qui se développerait stade par stade, mais 3 systèmes. Les heuristiques, très rapides, on en a vu un exemple, mais qui ne disparaissent pas avec l'enfance. Piaget parlait d'intuition perceptive qui disparaissait vers 6-7 ans. Nos heuristiques perdurent, et très souvent, vous utilisez longueur égale nombre pour quantifier. Nos heuristiques perdurent. On a aussi des algorithmes depuis très longtemps, d'autres construits au cours du développement, et quelquefois ces heuristiques et ces algorithmes entrent en compétition, et c'est là, finalement, où notre intelligence est sollicitée. Et dans ces cas-là, il faut un système d'arbitrage que j'appelle le système d'inhibition, pour les raisons que vous connaissez, représenté par cette croix rouge qui va bloquer l'heuristique pour laisser le temps, parfois quelques centaines de millisecondes, à l'algorithme de se déployer. Comme si l'enfant devait être capable d'inhiber longueur égale nombre, qui est une stratégie mentale, on l'a compris, surapprise, pour activer, prendre le temps d'activer l'algorithme du comptage. Et alors, il réussit. Mais ça change pour interpréter son erreur, parce que s'il se trompe, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la notion de nombre, c'est parce qu'il a un défaut d'inhibition. Donc, le programme pédagogique qui suit devrait être différent que de simplement lui répéter le nombre et l'apprentissage à compter. Cette région, donc à l'avant, le cortex préfrontal, l'imagerie, l'IRM, donc imagerie par résonance magnétique,
que nous utilisons au laboratoire, anatomique d'abord, a montré qu'en effet, vous voyez, il a un suivi de 5 ans à 20 ans, cette région qui devient de plus en plus bleu-violet, c'est une illustration de la maturation de la matière grise, qui est en fait une diminution liée à l'apprentissage, à la spécialisation. Cette région mature le plus lentement et tout au long du développement, de l'ontogenèse. Et c'est intéressant parce que précisément, beaucoup de nos erreurs, celles des enfants, quelquefois encore l'adulte, viennent de ce défaut d'inhibition et on le comprend parce que la région qui sous-tend cette capacité a une maturation très lente, donc son efficacité est longtemps mise à défaut, et même si elle est, disons, terminée chez le jeune adulte, ça reste une région et une faculté fragile. Ce pourquoi, très souvent, nous-mêmes pouvons être pris en défaut d'inhibition, en décision irrationnelle, que nous en soyons conscients ou non. Ensuite, j'ai absolument voulu, avec mon laboratoire, reprendre exactement la même épreuve que celle de Piaget en IRM-F, c'est-à-dire imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. L'enfant sera placé dans la caméra d'imagerie. C'est pourquoi je m'étais permis de répondre à Arnold Munich. Et ces enfants sont volontaires, sont très heureux de faire cette recherche. Je vous montrerai des photos qui le révèlent. Donc, ce n'est pas du tout des cobayes, comme le disent parfois les journalistes. Ce sont des enfants qui font cela parce qu'ils ont envie que la science comprenne mieux ce qui se passe dans leur cerveau. Eux-mêmes apprennent des tas de choses sur leur cerveau. Et tout cela est régi par une loi de bioéthique qui fait que tout repose sur le consentement éclairé, celui des parents, celui des enfants, et qu'à tout moment, l'enfant ou le parent peut se retirer de l'expérience et demander à ce que cela arrête. Ce qui ne se passe pas, parce que vous allez voir combien les enfants sont préparés et heureux de faire ces expériences. Là, la petite fille va être installée très confortablement dans le tunnel de l'IRM, et nous avons, là il y a tout l'aspect technologique de ces recherches nouvelles en sciences cognitives. Nous reprogrammons l'expérience des jetons sur ordinateur. Il y a une tablette que voit l'enfant quand il est dans l'IRM, avec les jetons soit de longueur égale, soit sous ses yeux. On a programmé le fait que les jetons s'écartent et l'enfant doit répondre avec le boîtier de réponse qu'il a, vous voyez, dans les mains. Il y a un boîtier lisse dont il a appris que ça veut dire pareil. Il y a un bouton lisse, pardon, dont il a appris que ça veut dire pareil. Il y a un bouton rugueux qui veut dire pas pareil, différent. Et avec ce mécanisme très simple, on peut refaire la tâche numérique de Piaget dans l'IRM. Alors tout est très construit, les enfants ont un casque pour les protéger du bruit, comme on a repris les casques qui existaient sur les pistes d'aviation. Par le tuyau que vous voyez, le gros fil, on a fait un système audio, ce qui fait qu'on pose la question à l'enfant, qu'on lui poserait en classe ou dans un test classique. Et donc tout est finalement extrêmement écologique et simple pour l'enfant une fois qu'il passe cela. Ça demande une grande préparation à l'école, ce type d'expérience, vous l'imaginez. On utilise des tunnels en tissu qui existent déjà à l'école maternelle. L'enfant apprend le confinement, qui sera celui du tunnel de l'IRM. Il apprend l'immobilité dans le confinement, le jeu de la statue qu'on fait déjà à l'école. On dit statue. L'enfant arrête de parler, ne bouge plus. Eh bien, lorsqu'il sera dans l'IRM, par le système audio, on lui dira statue. Et il a appris avec beaucoup d'amusement que quand on lui disait statue, il devait rester immobile, ce qu'il doit faire dans l'IRM, parce que si l'enfant bouge, la tête bouge, et donc les mesures cérébrales sont floues, pour dire les choses de façon inexacte mais rapide. Donc vous voyez ici toute la préparation minutieuse que l'équipe met à entraîner l'enfant, et au final, il passera donc une IRM dans cette belle grosse machine qu'on a un peu décorée comme un vaisseau spatial. Vous voyez les décorations sur le mur. Mais les enfants, en fait, ce n'est pas l'aspect ludique auquel ils sont sensibles, ils sont très sérieux. Et avant de passer l'IRM, je demande toujours à l'enfant, juste avant que le petit lit ne glisse dans le tunnel, est-ce que tu as toujours envie de le faire et pourquoi tu le fais? Et 9 fois sur 10, les enfants, comme je vous le disais, sont sérieux, ont des arguments épistémologiques. C'est pour la science, c'est pour mieux comprendre ce qui se passe dans mon cerveau, ça servira à ma maîtresse, etc. Voilà, c'est le moment où on pose cette ultime question à l'enfant. Et là, lorsque nous sommes, nous, dans l'obscurité de la salle de contrôle, que l'enfant est dans l'IRM, nous avons, et ça c'est une révolution à la fois technologique et des sciences cognitives, nous avons sur l'écran d'ordinateur, par des méthodes tridimensionnelles d'imagerie cérébrale, la reconstruction point par point, au millimètre près, toutes les secondes, de ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Et ce qui va nous permettre d'en avoir le cœur net, de savoir si la tâche de Piaget, par exemple, ne requiert que le sillon intrapariétal dont je vous parlais tout à l'heure, dédié au nombre,
ou ce qui était notre prédiction, doit requérir pour être réussi aussi une région du cortex préfrontal dédiée à l'inhibition. Vous savez, l'inhibition de quoi maintenant, puisqu'on a décrit la tâche? Eh bien, voilà ce qu'on a pu démontrer. Vous avez en grand le cerveau de toutes les données issues de plusieurs classes d'enfants qui ont passé cette IRM. On découvre un phénomène appelé de spécialisation fonctionnelle interactive, que j'ai inscrit en dessous du logo de l'Institut. Ce mot paraît compliqué, mais ne l'est pas. Ça veut dire que pour réussir la tâche des jetons, l'enfant doit se spécialiser l'usage de ses réseaux de neurones, fonctionnels parce que il doit faire travailler ensemble des réseaux de neurones ou des régions différentes, et de façon interactive, parce qu'il faut à la fois qu'il fasse travailler son cortex pariétal, entouré en bleu, où il y a le sens du nombre, la capacité de comptage, mais il y a aussi dans le cortex pariétal humain la construction de l'espace, le traitement des aspects spatiaux, donc du nombre. Et les deux se chevauchent dans la tâche des jetons. Il faut donc que le cortex préfrontal, tout à l'avant, envoie à longue distance, il y a des neurones à axones longs, ils peuvent aller jusqu'à 10 cm, les grands tubes qui sortent des axones, un ordre inhibiteur. Et vous allez voir en détail, je crois que c'est la diapo suivante, oui, à la phase numéro 1. Et là, on utilise une technique complémentaire au laboratoire qui est l'EEG haute densité. On a l'information, cette fois, à la milliseconde. À l'étape numéro 1, c'est une petite partie du sillon intrapariétal latéral qui est connue pour se déclencher, pour détecter des différences de longueur. Et on voit bien cette région-là qui s'active parce qu'en effet, quand on écarte les jetons, il s'est passé quelque chose au niveau de la longueur. L'enfant qui ne se laisse attirer que par cette propriété-là s'arrête à l'étape 1 et répond, comme observé Piaget. Il y en a plus là parce que c'est plus long, c'est plus pareil. Il faut qu'en un deuxième temps, une région du cortex préfrontal très précise qu'on a découverte, c'est ça notre découverte, le gyrus frontal inférieur, droit ou gauche, mais ici c'est droit car la tâche est très spatiale. Cette région envoie à longue distance un ordre inhibiteur vers le segment du sillon intrapariétal qui est le réseau sensible à la longueur. Ce n'est pas fini. Ça, c'est la partie inhibition. Après, l'intelligence, c'est la flexibilité qui permet d'aller rechercher autre chose. Et la dernière étape, c'est que ce même cortex préfrontal envoie un ordre activateur vers une autre région très proche de ce segment intrapariétal, qui est la partie ventrale, peu importe le nom, mais sachez que c'est très précis. Et une autre partie très proche, elle, code pour le nombre exact et le comptage. Donc vous voyez comment, dans le cortex pariétal, l'heuristique et l'algorithme sont en quelque sorte voisines et enchevêtrées. Et c'est ce voisinage qui, très vraisemblablement, crée ce qu'on a toujours considéré en psychologie comme étant l'interférence cognitive et pour laquelle il faut un processus d'inhibition pour bloquer l'information non pertinente et interférente. Et c'est une propriété assez générale parce qu'on l'a trouvé dans d'autres régions du cerveau, pour la lecture par exemple, dans le lobe temporal, ou aussi une superposition anatomique de l'algorithme, l'alphabet par exemple, et d'une heuristique, la confusion des lettres en miroir, dépendait d'une superposition anatomique des deux et par rapport auquel il fallait un ordre inhibiteur à longue distance. Tel un ministre de l'Intérieur qui enverrait un ordre à un préfet en province pour résoudre un conflit qu'il ne parvient pas à résoudre. C'est une forme de géopolitique du cerveau humain. Et notre cortex préfrontal, c'est sa mission principale. Il ne reçoit aucune information directe des sens. Sa seule fonction, c'est la prise de décision. C'est, je dis souvent aux enfants, notre capitaine inhibition, c'est lui qui est capable d'arrêter une réponse trop rapide pour aller en rechercher une autre. Donc, ce qu'on observe vraiment ici à la milliseconde. Le raisonnement, dernier exemple, pour passer à la discussion juste après, ce que l'on a vu chez le jeune enfant, chez le bébé, demeure vrai, ce que je vous disais, chez les grands adolescents ou chez nous-mêmes, lorsque nous sommes soumis à des épreuves de logique. Ici, par exemple, vous voyez une règle, vous lisez une règle, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Et on demande aux individus qui passent l'expérience de réfuter la règle. Donc, on a construit de telle sorte qu'on peut appuyer sur une forme, la déplacer, en mettre une dans la case de gauche, l'autre dans la case de droite. Imaginez que vous devriez le faire, on a très peu de temps, vous pouvez sélectionner la forme que vous voulez, en disposer une à gauche, une à droite, de telle sorte que la configuration que vous créez avec ces deux formes aille contre la règle, la réfute. Donc là, on est vraiment au niveau le plus élevé de l'architecture cognitive, c'est une tâche de raisonnement. On n'a pas le temps de la faire ici, mais je vous donne d'emblée la bonne réponse. Une des bonnes réponses possibles, la logique, c'est qu'il faut
qu'un petit algorithme se décline dans notre cerveau, qui n'est pas l'algorithme du comptage, comme chez l'enfant pour le nombre, qui est un algorithme un peu plus complexe, la table de vérité. 2 colonnes, antécédent, conséquent. L'antécédent, c'est la partie si de la phrase, le conséquent, c'est la partie alors, et 4 lignes, avec la logique la plus simple, 2 valeurs de vérité, vrai ou faux. On peut avoir antécédent vrai, conséquent vrai, antécédent vrai, conséquent faux, antécédent faux, conséquent vrai, antécédent faux, conséquent faux. Et normalement, si on le faisait calmement, vous le comprendriez immédiatement, on sait que le seul cas de figure qui rend faux une règle conditionnelle, c'est le second, un antécédent vrai et un conséquent faux. Il fallait donc ici qu'il n'y ait pas de carré rouge à gauche, tout mettre sauf un carré rouge, c'est-à-dire inhiber le carré rouge qui est cité dans la règle, par exemple un carré bleu. On est bien dans la situation où il n'y a pas de carré rouge à gauche. Et ensuite, puisqu'il faut rendre la règle fausse, la réfuter, il ne faut pas mettre de cercle jaune à droite, par exemple un losange vert. C'est un exemple de réponse logique possible. Il y en a plusieurs. C'est aussi un test de créativité logique. Eh bien, si vous réalisez ce type d'expérience, vous pourrez le faire chez vous avec vos groupes d'amis ou de collègues, vous verrez que plus de 90% des personnes interrogées répondent carré rouge, cercle jaune, qui est un biais cognitif, une heuristique comme celle de l'enfant pour la longueur, ici un peu plus compliqué, une heuristique d'appariement perceptif avec les éléments cités dans la règle. Cette heuristique est déclenchée par la négation au début. On se dit, bon, il nous demande de rendre la règle fausse, il y a une négation au début, immédiatement, ça déclenche, de façon irrépressible chez nous, une heuristique d'appariement perceptif, qui vient de choses telles que, quand on était petit, si on voulait de la glace au chocolat et qu'on dit à l'enfant, il n'y en a plus, il y pense toute la journée. Ou si je vous dis, n'imaginez pas un éléphant rose, vous imaginez un éléphant rose. C'est irrationnel ce que je dis, mais c'est par des façonnages, des bricolages comme ça, que l'on élabore des heuristiques et qu'on finit par croire très rapidement qu'en reprenant les éléments cités dans la règle, compte tenu du fait qu'il y a une négation au début, ça va rendre la règle fausse. Or, cet exemple-là n'est pas du tout un antécédent vrai conséquent faux, c'est un antécédent qui est faux, et donc dès l'instant un antécédent est faux, on ne peut ni invalider ni vérifier la règle, on n'est pas dans ces conditions d'application. Mais ce qui est important et que vous devez comprendre ici, c'est que si on interroge des individus, contrairement à ce qu'aurait prédit Piaget au dernier stade du développement logique, on n'est pas logique du tout. En bleu clair, vous avez le nombre d'erreurs, de biais cognitifs, carré rouge, cercle jaune, et en bleu foncé, les individus qui vont répondre logiquement. Donc, le Piaget disait la logique est la règle, et quelquefois il y a des exceptions. Il y a des adolescents, des adultes qui n'accèdent pas à la logique formelle. Ce que l'on découvre, c'est l'inverse, c'est que le biais cognitif est chez nous la règle, et la logique est plutôt l'exception. Et cette découverte, sur d'autres tâches, a valu à Daniel Kahneman, psychologue, le prix Nobel d'économie en 2002, pour avoir découvert qu'en effet, les adultes, très souvent, sont irrationnels, et des stratégies assez simples, finalement, reprennent le dessus. L'exemple stratégie 5, les chiffres n'ont pas d'importance, c'est une modélisation, reprennent le dessus alors que la logique a bien été construite, mais ce n'est pas elle qui transparaît dans nos comportements. Donc, un prix Nobel pour cela. Il a mis en cause le postulat rationnel de tout le monde, et en particulier des agents économiques, ce qui a révolutionné l'économie en disant on ne prend pas nos décisions de façon logique dans notre intérêt, mais on les prend souvent de façon irrationnelle, biaisée par la perception, par les émotions. Et c'est ce qu'on appelle, et aujourd'hui on en parle beaucoup, des biais cognitifs. Ce que nous-mêmes nous avons découvert, que vous voyez ici, et c'est un ultime démenti de la théorie de Piaget, parce qu'on devrait, selon Piaget, je vous l'ai dit, observer le contraire. Beaucoup de réponses logiques, la majorité, éventuellement, quelques réponses illogiques. Mais comme psychologue du développement et ancien instituteur, j'ai eu la conviction toujours que, d'accord, on faisait des fautes, on faisait des erreurs, on était faillible, mais qu'on était des mammifères perfectibles et très perfectibles. Et donc, nous avons réalisé des apprentissages portant spécifiquement sur le processus inhibiteur que j'évoquais, apprendre à inhiber l'heuristique d'appariement perceptif, et nous avons découvert que cet apprentissage marchait et qu'on pouvait corriger nos biais cognitifs. Kahneman était assez pessimiste, il disait on est dominé par des biais cognitifs et finalement c'est notre condition humaine. Je ne le crois pas du tout et on l'a démontré. On peut corriger ces biais à condition de cibler le bon processus. Quelqu'un qui se trompe dans une tâche de logique, il ne sert à rien de lui répéter la logique.
c'est comme verser de l'eau dans le cerveau, ça déborderait. La logique qui est déjà, c'est autre chose de plus fin qu'on doit lui apprendre, exercer notamment cette capacité d'inhibition du cortex préfrontal. On a démontré une correction des biais, vous le voyez, que les deux histogrammes bleu clair et bleu foncé sont statistiquement différents et le nombre d'erreurs a déjà considérablement diminué avant et après un apprentissage. Et j'ai eu à cœur à faire tout cela dans la machine d'imagerie cérébrale et là, on a fait sans doute une des plus belles découvertes de notre laboratoire. On a montré que dans le cerveau du même individu, selon qu'il donne la réponse carré rouge, cercle jaune, ou qu'il sera capable de l'inhiber, cette heuristique perceptive d'appariement, pour activer un algorithme logique, vous avez cette reconfiguration neuronale de la partie arrière postérieure du cerveau vers l'avant, qui est une forme de ce qu'on appelle la plasticité, mais plus que ça, c'est la capacité d'inhibition de nos automatismes, de nos heuristiques pour activer nos algorithmes. Et en plus, la force pour moi du résultat, c'est qu'au début, notre cortex préfrontal est noir, il n'est pas activé. Donc ce mammifère humain qui a le cortex préfrontal le plus développé relativement au reste du cerveau dans toute l'histoire de la phylogenèse, eh bien, ne l'utilise pas très souvent. Et c'est ça le problème de toujours. Aristote parlait déjà de sophisme et de paralogisme. On parle aujourd'hui de fake news. Notre cerveau est très fragile alors qu'il a la capacité de logique et de rationalité, mais nous n'avons pas appris à inhiber tous ces biais cognitifs qui n'ont pas été cartographiés et pour lesquels l'école n'a pas entraîné. Je vais conclure parce que je crois que je déborde un tout petit peu. Je voudrais vous dire que ces changements cérébraux sont observés que dans des conditions très précises. Là, sachez, sans le décrire, qu'il existe un apprentissage à l'inhibition très concret, avec une zone d'inhibition, une zone d'activation, que l'on compare à une situation logique qui est la situation contrôle. La psychologie est expérimentale, donc sont vraiment groupe contrôle, groupe expérimental, pré-test, post-test, comme lui fait Claude Bernard en physiologie, on le fait aujourd'hui en sciences cognitives et du cerveau. Et cette magnifique bascule cérébrale, vous ne l'observez que pour les individus qui passent du grand histogramme bleu en haut. Il y a deux groupes, vous voyez, on a pris deux groupes pour tester les deux conditions expérimentales, qui passent du grand histogramme bleu clair, l'erreur, le biais, l'heuristique, à l'algorithme logique, ici. Voilà. Il n'y a que ceux qui passent de là à là, donc qui switchent dans leur réponse, qui donnent carré bleu, losange vert au lieu de carré rouge, cercle jaune, que chez ceux-là qu'on observe cette reconfiguration cérébrale. Ceux qui restent dans le biais, dans l'heuristique, restent avec un fonctionnement postérieur sans l'usage du cortex préfrontal. Ce résultat, outre que pour tout anatomiste, il est beau parce qu'on voit combien l'humain est capable de changer complètement l'usage de son cerveau en très peu de temps d'apprentissage, mais il est aussi très plein d'espoir. Ça donne plein d'espoir. Ça veut dire que oui, on peut corriger nos biais cognitifs, il faut apprendre à le faire et à le faire le plus vite possible parce que ces heuristiques sont très rapides. C'est ce que j'appelle apprendre à inhiber, qui vaut aussi pour l'histoire des sciences. L'héliocentrisme, que chacun connaît, auquel nous croyons, avec des démonstrations, le fait que c'est le Soleil qui est au centre de notre univers et que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, vous savez combien chaque enfant aujourd'hui, jour de beau temps, le croit aussi, on croit, on voit, heuristique perceptive, que le Soleil tourne autour de la Terre, mais Galilée, lui, a inhibé. Notre cher mathématicien, géomètre, physicien, astronome italien au XVIIe siècle a inhibé l'heuristique géocentrée pour activer, grâce aux calculs, aux algorithmes, aux instruments, les lunettes, grandes lunettes astronomiques, pour activer l'algorithme héliocentré, ce qui lui valut un énorme procès retentissant que tout le monde connaît pour vous dire que cette notion d'inhibition des heuristiques n'est pas qu'au cœur du développement de l'enfant, où l'école devrait bien cibler ce processus, mais c'est aussi quelque chose d'intimement lié à l'histoire générale des sciences. D'où venait l'heuristique dans ce cas-là? Mais le géocentrisme, Ptolémée, dans l'Antiquité, astronome, astrologue grec qui vécut à Alexandrie, en Haute-Égypte, entre 100 et 168, avait dessiné ce qui correspond à une heuristique où la Terre est au centre de l'univers. Toute la force de Galilée, avant lui de Copernic, a été de dire non, c'est le Soleil qui est au centre du système. C'est donc, alors il y a une petite erreur de la diapo que j'ai remarquée dans le métro tout à l'heure. J'ai écrit heuristique égocentré. C'est vrai que c'est très égocentré de considérer la Terre au centre de l'univers, mais il faut lire, je vais le corriger d'ici ce soir, heuristique géocentré.
Et l'algorithme est exact héliocentré, ce que l'on croit et que tous les scientifiques croient aujourd'hui, mais vous comprenez que pour passer de l'un à l'autre, il a fallu aux savants, aux inventeurs, comme Copernic ou Galilée, et puis à tout le monde, une sacrée force d'inhibition, parce qu'on a en effet tout le temps envie de croire que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et ça vous donne un très bon exemple du lien intime entre l'observation du développement de l'enfant et la construction des connaissances en général dans l'histoire des sciences. Il y a 1000 autres exemples qui mériteraient d'être croisés, même avec la théologie. Vous vous souvenez peut-être que c'est seulement en 1992 que le pape Jean-Paul II a réhabilité Galilée officiellement. Donc plusieurs siècles après le procès. On peut dire que c'est le temps qu'il a fallu pour inhiber, chacun croyait évidemment à l'héliocentrisme, mais pour inhiber officiellement, pour la religion, le géocentrisme et activer l'héliocentrisme. Un grand philosophe des sciences, Gaston Bachelard, a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie du non », essai du nouvel esprit scientifique. Le non, vous le comprenez maintenant, c'est l'inhibition dont j'ai parlé, du cortex préfrontal, et il parlait aussi d'obstacles épistémologiques. Les heuristiques, ce sont des obstacles épistémologiques. La longueur fait obstacle au nombre. La perception fait obstacle à la logique. Et un élève de Bachelard m'a raconté, Dominique Lecourt, que Bachelard cherchait dans Piaget, qui était son contemporain, une assise à ses idées, mais il ne trouvait pas. Il ne trouvait pas d'assise à la philosophie du non. Vous voyez que maintenant, dans les nouveaux modèles, au contraire, le non, la capacité de dire non à soi-même, par le biais autoréflexif du processus d'inhibition, est au cœur de l'affaire. Pour compléter ces informations, vous trouvez cela dans divers livres. Le cerveau et les apprentissages, où tout cela est expliqué pour les parents et les professeurs des écoles, un collectif avec 50 experts. L'école du cerveau, qui va passer en poche au mois de février. Et des livres pour enfants, parce qu'on peut déjà expliquer toutes ces notions en termes simples aux enfants. Explore ton cerveau dans une collection Kididoc, que vous connaissez sans doute, qu'on voit partout sur les pyramides d'Égypte, sur les dinosaures, mais il n'y avait rien de précis sur le cerveau humain, ou un livre de la collection Questions-réponses, Mon cerveau, et aussi en cette rentrée des coffrets pédagogiques qui reprennent toutes ces notions pour le professeur et l'enfant, avec des incarnations en personnages. Là, vous voyez le fameux capitaine inhibition, dont on a vu très scientifiquement le siège dans le cortex préfrontal, comment il se déclinait dans des tâches très précises de psychologie de l'enfant. Eh bien, pour expliquer ces concepts, comme on l'a fait nous entre adultes, on va dire cultivés et intéressés par toutes les sciences, on peut le faire avec des enfants très jeunes. Et une façon de le faire, c'est de créer des personnages, d'incarner ces concepts. Donc il y a capitaine inhibition, et vous allez comprendre en voyant apparaître une heuristique qui a des grandes jambes et donc qui court très vite, et un algorithme qui a les pattes du A un peu plus petites, qui porte la science, les instruments, les livres, la connaissance. Donc l'algorithme, c'est la rationalité. L'heuristique, c'est la pensée rapide qu'il ne faut pas diaboliser. C'est utile souvent de penser rapidement. Tous nos automatismes sont utiles. Simplement, l'école apprend plutôt des automatismes et apprend beaucoup moins à les inhiber, qui est, vous l'avez vu, un processus différent. Et donc, on peut maintenant aller assez loin. Et en classe, il y a des manuels qui associés à ces coffrets et qui expliquent ces notions tant aux professeurs qu'aux enfants dont on peut parier, voilà, vous avez une photo du coffret, dont on peut parier qu'ils en feront le meilleur usage. Et l'idée, c'est d'entraîner leur cerveau à résister. Résister à quoi? Eh bien, non seulement à ce qui est extérieur, mais à leurs propres heuristiques surapprises en prenant conscience. En conclusion, je dirais d'abord que vous veuillez me pardonner pour le bref retard. J'espère qu'on aura quand même le temps de prendre quelques questions. Je crois que l'orateur suivant est dans une demi-heure, c'est ça? Et en conclusion, je dirais que quand même, la définition de l'homme, c'est que c'est un bon modèle d'un animal qui est avide de vérité. Le nombre, la permanence de l'objet, le nombre, la logique. On a vu qu'il n'y parvient pas facilement. Mais en fait, ce sur quoi on peut parier, c'est l'éducabilité, la perfectibilité. Et quand vous avez vu la bascule cérébrale que je vous ai présentée, cette correction fulgurante qu'on peut opérer dans le cerveau à l'âge adulte, on croit souvent que le cerveau est fixé. Non, il peut encore considérablement se remodeler. Eh bien, c'est parce que l'homme est un animal avide de vérité. Je vous remercie.
Monsieur, allez. Alors, au cas, comme je suis instituteur, j'ai des bons réflexes. Au cas où tout le monde n'aurait pas entendu la question de monsieur, je la reprends. Mais il y a des micros, oui. C'est un bel auditorium. Monsieur demande dans quelle mesure toutes ces notions sont déjà passées auprès des enseignants. Alors, vous comprenez, je vous l'ai dit rapidement, je fus d'abord instituteur, ensuite passionné par Piaget, psychologue de l'enfant. Après sont survenues les technologies d'imagerie cérébrale. J'ai absolument voulu refaire des études de biologie qui permettent de les utiliser, parce que tout ça, c'est rapide à présenter, mais vous imaginez le travail que c'est. Et enfin, j'ai envie de revenir vers l'école, de revenir vers la classe. C'est pourquoi, outre, vous savez, nous les scientifiques, même en sciences morales et politiques, il y a le mot science dans sciences morales et politiques, notre académie, nos publications sont en anglais, sont vraiment des publications scientifiques très expertisées, très contrôlées, dans des grandes revues internationales. C'est les publications initiales. Mais après, moi j'ai toujours voulu donner l'exemple d'abord, et puis tous les jeunes, on est une cinquantaine du laboratoire CNRS à la Sorbonne, qui s'appelle le LAPSIDE, laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Je leur ai appris à écrire des livres grand public, des que sais-je, des livres comme ceux que je vous ai présentés, des manuels pour les enseignants. Pas seulement notre théorie, mais toutes les théories qui concernent les sciences cognitives, les neurosciences, le développement de l'enfant. J'ai voulu aussi, dans l'école du cerveau, inscrire tout cela dans toute l'histoire de l'éducation, depuis Platon, ensuite Locke, tous les grands précurseurs des travaux de Montessori, Itard, Seguin, Montessori, Freinet, et les sciences cognitives d'aujourd'hui. Donc, parler ainsi des sciences cognitives et des neurosciences aux professeurs, je crois que ça leur plaît. Ils adhèrent, ils collaborent avec nous. Vous avez vu passer récemment, incidemment, le mot Léa.fr. Léa.fr, il y en a peut-être ici qui connaissent, dans le public qui est venu, ça s'appelle L'école aujourd'hui. C'est une plateforme numérique qu'a mis en place Nathan et qui est en collaboration avec nous, dans lequel on a ce qu'on appelle un lab pédagogique, un laboratoire pédagogique. Et comme c'est une plateforme numérique, c'est comme un Facebook, si vous voulez, mais un Facebook sérieux et scientifique. Des profs, non seulement de toute la France, mais de toute la francophonie, s'inscrivent. Il y a plus de 130 000 professeurs actuellement et peuvent cliquer sur l'onglet Lab pédagogique et trouvent les ressources que je vous ai présentées et peuvent aller plus loin et décider avec nous d'expérimenter tout au long de l'année. Donc on le fait depuis 3 ans maintenant que ces professeurs-là, il y en a vraiment de tous les continents, parce que alors pour l'instant le site est francophone, il pourrait être anglophone et toucher encore plus de monde, et les profs échangent, il y a un forum de discussion. Ça, on va dire, c'est à grande échelle, virtuelle. Donc on est allé jusque-là. Il y a à plus petite échelle tous les réseaux d'écoles à Paris, par exemple. Nous avons une convention très étroite avec le rectorat de Paris et d'Île-de-France, donc Paris, Créteil, Versailles, toutes les écoles qui le souhaitent, et les professeurs, les directeurs et les profs dans les classes peuvent nous solliciter. Et s'il y a un projet qui est en marche et que cela correspond à leurs questions, aux âges des enfants qu'ils ont, travailler avec nous. Je dirais qu'on en est néanmoins quand même encore au début de ces transferts, mais j'ai l'immodestie de croire que ces notions-là apprennent quelque chose aux professeurs. Je vais essayer de ne pas le dire polémiquement, mais si on leur indique que les neurosciences ont découvert des choses qu'ils savaient déjà ou qu'ils appliquaient déjà, ça peut finalement leur faire accorder peu d'intérêt à cette discipline. Alors qu'ici, l'inhibition, ils ne l'avaient pas compris dans ce sens-là, c'était plutôt négatif. Il y a une inhibition négative, bien sûr, c'est une autre forme d'inhibition, mais dans ce sens-ci, c'est très positif. Et en plus, pour des situations tout à fait scolaires que les professeurs connaissent, ils découvrent eux-mêmes, à partir du concept d'heuristique, qu'il y a beaucoup d'heuristiques dans leur pratique. On les fait remonter via la plateforme que j'évoquais par une cartographie des heuristiques. Un exemple, en français, le prof nous a dit « Ah, mais très souvent, les enfants écrivent « je les mange » en mettant un S à mange. « Je les mange » S à mange. Et ils comprennent, et c'est évident, qu'on a surappris en classe l'heuristique « après les, je mets un S », qui n'est jamais qu'un truc. Mais c'est cette heuristique-là qui les fait se tromper dans une dictée où ils mettront un S à « je les mange ». Et des tas d'autres exemples. Donc on a fait remonter déjà à peu près une centaine d'heuristiques qu'on appelle cognitives et scolaires. Kahneman, que j'évoquais, l'a montré dans le domaine de l'économie. Nous, on essaye de le montrer dans le domaine de l'éducation, où, en effet, il y a
la source des erreurs des enfants, et notamment dans les classements internationaux comme PISA, vient très souvent d'un défaut d'inhibition d'une heuristique déclenchée par l'énoncé, plus que par un défaut de connaissance qu'on lui avait bien inculqué. Et j'espère avoir fait passer ce message. Vous comprenez que cette analyse change complètement la logique de l'erreur et de l'apprentissage qu'il faudrait faire. Il faut aussi apprendre les heuristiques, il faut apprendre les automatismes, il faut apprendre les algorithmes, mais quelquefois ils sont là beaucoup plus tôt qu'on l'imaginait. Il faut surtout apprendre à jongler entre les deux et inhiber au bon moment l'heuristique lorsqu'elle court-circuite l'algorithme. Et tout ça est dans le milliard de millions de connexions de neurones que nous avons. Donc les profs, ça commence, c'est possible, on a des outils pour le faire, et je voudrais que ça monte en puissance. Monsieur. Non, les machines sont les mêmes, hein, c'est les mêmes machines que celles que vous trouvez dans les hôpitaux, par exemple. Et au départ, ces machines étaient utilisées en imagerie médicale, elles le sont toujours. Et maintenant, je crois que tous les hôpitaux de France, par exemple, ont une ou plusieurs IRM. Mais il a fallu, là, vous l'imaginez, introduire le pan éducatif, usage de l'IRM pour comprendre le cerveau des enfants tout venant, qui ne sont pas malades, qui se développent. Mais la machine en elle-même, techniquement, c'est la même machine. Et on travaille avec des médecins, des neuroimageurs, la machine techniquement est la même. Si vous avez déjà passé une IRM à l'hôpital, moi-même je l'ai fait, après avoir fait ces expériences, je me suis dit, ah ben quand même, c'est très impressionnant. J'en avais déjà, on passe avant pour tester ce qu'on va voir les enfants, mais on passait vraiment hors conditions de laboratoire, c'est très impressionnant. Et je me suis dit à ce moment-là, mais quand je pense qu'on a mis des petits, dès la grande section de maternelle, dans l'IRM, qu'ils étaient contents, qu'ils ont voulu revenir, qu'ils nous envoient les cartes postales, et que leurs parents étaient souvent les parents qui sont là. Hein. Vous avez vu de la diapo, il y a l'obscurité. Je vous ai dit, nous, l'équipe de recherche, on est là, les médecins, les psychologues, les informaticiens, les manip radio, donc des spécialistes des examens radio, et les parents sont là. Quand on va dans les écoles, c'est sous la responsabilité de l'éducation nationale, mais quand c'est hors école, dans le laboratoire, les enfants viennent évidemment toujours avec un ou les deux parents. Et beaucoup de parents nous disent, lorsque l'enfant sort de l'IRM, après une demi-heure, je vous dis parfois des tout petites grandes sections, des parents qui pourtant estiment et aiment beaucoup leurs enfants disent, je ne l'aurais jamais cru capable de faire ça. Et c'est vrai que c'est un véritable exploit. Et vous l'avez vu, on les prépare comme on prépare Thomas Pesquet à partir dans l'espace. C'est vraiment ça. Et tous ces enfants-là, bon, l'équipe de recherche a fait des exploits, mais tous ces enfants-là ont chacun fait un exploit formidable et qui les marquera à vie. Donc techniquement, la machine, c'est la même, mais c'est tout ce qu'on met autour comme préparation, familiarisation, qui est, qu'on ne fait jamais quand on passe un examen médical, et qui est absolument indispensable avec des enfants pour qu'ils n'aient pas peur, pour qu'ils aient envie, pour que ça leur plaise, que ce soit ludique. Et quand on a fait ces recherches, après, il y a des gens du monde médical qui étaient là, qui regardaient, même des psychiatres adultes, qui disaient mais on devrait reprendre certaines de ces techniques de familiarisation pour précisément adoucir ce type d'examen à l'hôpital qui souvent est brutal, bruyant et de fait. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur. Oui. Non, vous avez tout à fait raison. Votre question, je vous en remercie, monsieur, me permet d'ajouter que le problème de raisonnement que vous avez vu, vous ne l'avez pas vu dans des conditions d'expérimentation. Dans des conditions d'expérimentation, vous êtes seul, très calme, le matériel est devant vous, on répète la consigne. Mais nous avons fait cette même tâche j'ai fait cette même tâche avec des polytechniciens, parce qu'on me demandait très souvent dans des grands groupes industriels français, pour leur séminaire RH, donc ressources humaines, de présenter les découvertes récentes sur l'intelligence de l'enfant. Et ayant ce test pour l'adulte, je m'amusais à leur faire passer ce test. J'imaginais quand même que certains polytechniciens se tromperaient, mais qu'il y en aurait moins, moitié-moitié. La distribution est exactement la même que dans la population générale. Autant de polytechniciens, c'était ce qu'ils appelaient les N-10 chez un grand industriel, autant de polytechniciens se trompaient et répondaient carré rouge, cercle jaune. Donc, de fait, l'éducation a raté
cet entraînement de l'inhibition, puisque même un cerveau aussi algorithmique et logico-mathématique que celui d'un polytechnicien est très rapidement montré en défaut d'inhibition d'un automatisme ou d'une heuristique. Ce qui fait dire à certains sociologues que ce qu'on a découvert là explique les décisions absurdes et surtout la capacité qu'on aurait à les corriger en politique dans le monde du travail. Mais ça doit commencer d'abord, et c'est la priorité, par l'école. Oui. On doit s'arrêter. Alors, une dernière question très rapidement. Vous avez parlé de l'émotion comme étant un biais cognitif. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus ? Ah oui, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. L'émotion, vous avez dit. L'émotion dans l'apprentissage. Oui, bien sûr. Alors, il y a, pour aller vite, je n'ai que quelques secondes, 2 types d'émotions. Dans chacun, il y a beaucoup de types d'émotions. Alors, ce que Kahneman a montré, c'est que très souvent, en effet, il y a des facteurs émotionnels, la peur, par exemple, qui vont nous faire plonger vers un système heuristique. Je ne peux pas vous donner d'exemple, ou des émotions positives qui nous entraînent vers une heuristique. Et donc, dans le modèle de Kahneman, l'émotion est plutôt vue négativement. Alors, c'est vrai qu'il y a des tas d'émotions qui nous précipitent vers l'heuristique. Mais vous comprenez que pour déclencher, et merci beaucoup de cette question, pour déclencher le mécanisme inhibiteur qui est au centre de ma conférence et de la théorie, il faut aussi des émotions, mais pas les mêmes. Des émotions plus subtiles, qu'on appelle contrefactuelles, émotions contrefactuelles. Je vous donne 3, le terme paraît compliqué, mais c'est simple. Le doute, le regret et la curiosité, ce sont des émotions. On ressent de l'émotion intellectuelle quand on doute, quand on regrette, certainement, là on ressent fortement de l'émotion, et quand on est curieux. Eh bien, on a fait au laboratoire des thèses de doctorat complètes sur l'une ou l'autre de ces émotions, avec beaucoup de résultats publiés dans les revues internationales, et puis on en parle dans ces livres, où on voit comment l'anticipation du regret, par exemple, est l'émotion clé qui permet de déclencher le mécanisme inhibiteur. Et on a pu trouver dans le cerveau toute la séquence qui va du doute au regret et jusqu'à l'inhibition. Mais cette émotion très subtile qui guide l'inhibition ne suffit pas. Parce que parfois les individus doutent, regrettent, mais néanmoins ne parviennent pas à inhiber. Et vous avez aussi des émotions facilitantes pour l'inhibition, comme, on terminera là-dessus, si on remplace les jetons par des bonbons chez le jeune enfant, et qu'on met des alignements plus ou moins longs, et que celui qui est plus long contient moins de bonbons, et qu'il choisit celui qu'il va manger, dès 2 ans, les enfants réussissent. La gourmandise, l'émotion de la gourmandise, leur permet d'inhiber. Et c'est un exemple qui vous montre là l'aptitude qu'a l'émotion de complètement changer nos modes de fonctionnement cérébraux et très rapidement. Merci, donc c'est terminé. Je vous remercie de vos questions.